Dans les temps reculés de Phalaren, quand l'ensemble des civilisations se trouvaient encore au cœur du continent, le suivi du temps n'existait pas. Les anciens vivaient alors leur vie au rythme des levées de soleil et des premières neiges, sans se soucier du jour d'après ni de celui d'avant. Symbole d'une civilisation avancée, établir un calendrier allait devenir nécessaire, ne serait-ce que pour aider les agriculteurs aux champs et pour se repérer dans le temps. Les âges passèrent, et plusieurs tentatives infructueuses de calendrier aussi. Certains d'entre eux étaient basés sur le temps de gestation de l'homme, d'autres sur l'arrivée des premières neiges. Bien que ces calendriers aient été bien conçus, ils n'en demeuraient pas moins trop irréguliers et incertains. Cette période perdura un temps relativement long, jusqu'au jour où le haut seigneur de l'époque, celui qui dirigeait les terres unifiées, déclara: Quiconque établira un calendrier fiable sur lequel nos fermiers, nos femmes et nos enfants pourront se baser avec précision obtiendra son poids en or. Le défi était lancé, et de nombreuses têtes pensantes se penchèrent alors sur la question. Devions-nous suivre la lune dans le ciel? Voilà la première des bonnes idées, mais à cette époque reculée, aucun instrument de mesure n'était assez précis pour calculer un angle, une distance ou même une durée. Devions-nous suivre alors l'arrivée des premières neiges? Encore une bonne idée, mais bien que cyclique, l'arrivée des neiges était trop incertaine et parfois même absente. Devions-nous alors décréter qu'une année durerait 100 ou bien 1000 levées de soleil? Quel impact et surtout sur quel fondement? Un véritable casse-tête pour n'importe quel homme de science. 3 fontes de neige plus tard, aucun de ces savants n'avait encore trouvé le calendrier idéal. Puis une idée toute simple se fit entendre. Une jeune femme, une herboriste, proposa de baser le calendrier sur une fleur. Bien que cette idée au premier abord fit rire la communauté de l'époque, elle fut très vite prise au sérieux quand elle avança ses arguments. Je possède quelques rares spécimens de roses éternelles dans mon laboratoire. J'ai baptisé cette fleur suite à sa longévité que je trouve incroyable. Mais surtout, j'ai remarqué qu'elle fleurissait toutes le même jour et presque en même temps, et depuis de nombreux cycles. Je vous assure, peu importe le temps à l'extérieur ou les conditions à l'intérieur dans le laboratoire. Peu avant l'arrivée des dernières neiges, j'ai planté quelques spécimens dans ma terre. Elles ont toutes éclos en même temps. D'après mes observations, je compte 360 levées de soleil entre les floraisons. Le haut seigneur déclara: Bien, plantons une centaine de ces fleurs sur le champ, dans le jardin royal. Et si dans 360 levées de soleil, elles fleurissent en même temps, eh bien nous baserons notre calendrier dessus. Le temps passèrent, et au bout de 360 jours, le lever de soleil déchira l'obscurité glaciale de cette période enneigée. Traversant la fine couche de neige des jardins royaux, une centaine de roses éternelles fleurirent en même temps, dévoilant leur intime beauté aux yeux de la communauté scientifique. Le calendrier de la rose était né. La jeune herboriste refusa la récompense. L'or est éphémère, dit-elle. En échange, elle demanda de scinder l'année en 8 parties équitables, une pour chaque pétale de la rose. Et elle demanda humblement de pouvoir nommer la première partie de l'année. Le haut seigneur accepta sans hésiter. Ainsi, il fut décrété que désormais, et à partir de ce jour, les terres unifiées de Phalaren utiliseraient le calendrier de la rose. Ce premier jour du calendrier débute par la floraison des roses éternelles et il démarre la première période de l'année, l'Anati, nommée par l'illustre herboriste Elisabeth Natty. 1310 ans plus tard, les peuples utilisent toujours le calendrier de la rose. Il annonce la floraison de la rose éternelle avec une précision sans faille. Ce calendrier rythme depuis la vie des villageois, définit leurs âges, leur culture et leurs ambitions. Sur la tombe d'Elisabeth Natty, on peut y lire encore de nos jours: L'or est éphémère, les idées, elles, sont éternelles.